Messieurs, dames, bonsoir, chers téléspectateurs, amis de notre émission, l'invité de la semaine. Et bien sûr, l'invité de la semaine, c'est désormais parti pour bien sûr longtemps avec ce numéro que j'ai le plaisir de vous présenter. L'invité de la semaine aujourd'hui reçoit M. Abdoulaye Idrissa Bourema, qui est de la diaspora nigérienne en France. Avec lui, nous essaierons d'aborder toutes les questions relativement surtout à la question de la jeunesse et politique. C'est le thème de notre émission, l'invité de la semaine. Alors, monsieur Abdoulaye Idrissa Bourema, bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune acteur de la société civile. Vous vivez, n'est-ce pas, en Europe. Vous êtes présentement au Niger, n'est-ce pas, à Niamey. Alors, qu'est-ce que vous pensez effectivement de notre sujet aujourd'hui, jeunesse et politique? Eh bien, merci d'abord de m'avoir donné l'opportunité de participer à votre émission. Et je remercie aussi votre groupe télévision, Tambara aussi. Et vous savez, depuis les années 1991, si on essaie de faire un petit rappel, la jeunesse n'a rien compris. Et là, je vais faire un rappel peut-être aux jeunes qui sont nés en 1981, parce qu'aujourd'hui, ils ont 91. Aujourd'hui, ils ont 26 ans. 26 ans, dans la vingtaine, quoi. Donc, c'est pour leur dire que cette classe politique-là, avant même qu'elle ne soit au pouvoir, il y avait un ras-le-bol. Donc, c'était un régime militaire, les gens en ont marre du CMS qui était là depuis 1974. Il y avait eu la conférence nationale aussi, il y avait eu beaucoup de soucis. Donc c'est pour dire en gros, ces acteurs politiques qui sont aujourd'hui dirigeants du pays, d'autres sont à l'opposition, ils n'ont jamais été plébiscités par le peuple. C'était un concours de circonstances qui a fait en sorte que aujourd'hui ils sont là où ils sont. Tout à fait. C'était juste un rappel à nos frères et sœurs jeunes qui sont aujourd'hui dans les partis politiques, qui militent aveuglément. Donc voilà. Merci bien sûr, M. Abdoulaye. Alors, comme vous le dites, c'est un concours de circonstances. Il y a un événement qui a créé effectivement leur arrivée au pouvoir. C'était bien sûr le sommet de la Baule. C'est un rappel que je fais à nos téléspectateurs. Après, bien sûr, le vent a soufflé en Afrique. Les changements, n'est-ce pas, étaient perceptibles un peu partout. Alors, ces jeunes-là, aujourd'hui, sont, on peut dire, pris dans l'engrenage politique, dans le piège politique. Alors, comment faudra-t-il faire pour ce jeune, effectivement, pour se faire valoir et pour prendre aussi, si vous voulez, leur avenir en main? D'abord, ce que je veux dire aux jeunes, aujourd'hui, on a vu la succession de tous ces leaders des partis politiques. On a vu comment tous fonctionnent. On a vu qu'ils n'ont en tête de faire qu'à eux-mêmes et faire ce qui les arrange, et ils étaient incapables de faire relever le défi, c'est-à-dire de redresser le pays. Tous sont incapables. Moi, je voulais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, Mahamadou Issou finit son mandat. Hein. Il n'y a aucun acteur politique de l'opposition ou de la majorité qui est capable de redresser ce pays-là. Aucun. Après Issoufou, plus de politiciens. Parce qu'il n'y a aucun acteur, hein, aucun leader de parti politique aujourd'hui qui peut faire quelque chose pour ces pays-là, parce qu'ils ont fait leur preuve tous. Donc il faut, après 2021, c'est les changements coûte que coûte. Et les changements dans la paix aussi, dans la démocratie, parce que c'est ça qui intéresse lui-là. Tout à fait. Après Mahamadou Issou, c'est l'ère du changement. Vous avez vu ce qui est arrivé en France, vous avez vu ce qui est arrivé aux États-Unis. On disait que Macron c'est un novice, il ne va pas passer, c'est un candidat Internet. Trump, on disait qu'il est fou, il est ceci, c'est là, mais le peuple a décidé. Vous me parlez si la jeunesse elle va adhérer, comment nous allons faire pour amener à ce que la jeunesse adhère à nos idées. Mais c'est le travail que nous voulons faire désormais. Et la jeunesse, elle n'a qu'à regarder derrière elle les 26 ans à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un changement? Moi, je dis même c'est regrettable. On a fait partie le CMS. Si c'était les militaires au pouvoir, vous avez vu au temps du CMS, bien que j'étais petit, je voyais que déjà la santé et les soins sont garantis. L'autosuffisance alimentaire aussi. Kounché disait qu'aucun Nigérien ne mourra de faim s'il faut totaliser s'il faut mettre en œuvre la totalité du budget de notre pays. Et les formations sanitaires aussi sont équipées, les soins, donc voilà. Et là, vous avez, c'est regrettable, avec un régime socialiste de Mahamadou Issou et ses camarades, ils ne sont même pas capables de généraliser les premiers soins. Et vous avez vu, moi, quand je pars à l'hôpital,
Mais c'est déplorable. J'ai des larmes aux yeux de voir un régime socialiste qui laisse le peuple vraiment souffrir. Et il y a aujourd'hui au Niger, même à Niamey, hein, qui est la capitale, il y a ceux qui n'ont pas à manger matin, midi et soir. Ça, c'est le quotidien. C'est une chose même qu'on ne doit pas parler. Le manger, normalement, c'est un droit. La santé, c'est un droit. L'eau, c'est un droit. L'habitation, c'est un droit. Donc, il faut que la jeunesse se ressaisisse. Il faut que la jeunesse sache qu'est-ce qu'elle veut. C'est pour cela que nous voulons à ce que la jeunesse réfléchisse par elle-même et décide d'elle-même. Parce que vous savez, quand quelqu'un décide de lui-même... Quand quelqu'un décide pour toi-même, ça ne marche pas. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, quand quelqu'un décide, je décide pour toi, ben, ça ne va pas décider. Ça va pas marcher, bien sûr. Je peux décider pour toi en te donnant de l'argent, en te promettant des postes, tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'argent que je vais te donner, déjà ça, c'est la récompense. Est-ce que demain vous pouvez venir faire yeux dans yeux avec moi? Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez déjà pris votre part de gâteau. Et la part du gâteau, là, c'est ça nous voulons que ça soit le Niger. Nous allons œuvrer pour que toute la jeunesse adhère à nos idées. Et nous, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Pour ma part, moi, je déclare le mouvement le Niger en route. En France, c'était en marche et avec moi, ça serait en route. Le Niger sur la route. Il y a un adage Hausa qui dit Sanin hanya ya sauko. Donc, Inch'Allah, notre mouvement va s'intituler le Niger en route, Inch'Allah. Et nous allons accueillir tout le monde. On ne va pas dire, ah, tu es de tel parti politique. Nous, on s'en fiche des partis politiques. Les partis politiques sont fatigués. Les partis politiques sont usés. Les leaders des partis politiques sont fatigués. Les leaders des partis politiques n'ont pas d'idées. C'est toujours les mêmes discours, toujours la même chose, toujours les mêmes mensonges, toujours les mêmes promesses qui ne tiennent pas. Les leaders des partis politiques, on doit les mettre vraiment à la retraite. On doit mettre tout celui qui a été ministre une fois. Il ne doit pas penser revenir ministre. Lui-même, s'il est conscient, il est intelligent, mais il doit préparer quelqu'un. Vous avez vu, il n'y a pas de culture politique au Niger, il n'y a pas de formation politique. Il ne prépare personne. Il n'y a pas de formation politique. Pour que les jeunes ne comprennent pas leurs droits. Et la jeunesse, je vous appelle, vous avez beaucoup de droits. Vous avez beaucoup de droits. Mais vous ne faites qu'appliquer les devoirs. Je demande à tous les jeunes, en général, qui sont capables, qui sont libres de leur mouvement, qui ont les compétences requises, de se préparer pour 2021. Et 2021, c'est aujourd'hui. Parce qu'une élection présidentielle, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Ça ne se prépare pas à un mois ou à quelques mois des élections. Une élection présidentielle, elle se prépare en amont. Des années, des années et des années. Pourquoi? Déjà pour faire la préparation sur le terrain, pour la renaissance culturelle, pour préparer les mentalités, pour aller vers la population qui est là-bas au fond des villages, qui aujourd'hui ils sont pas au courant de tout ce qui se passe. Si ailleurs on organise des élections, n'est-ce pas, saines, sans problème, sans tricherie, sans vol, sans contestation, surtout puisqu'en Afrique, même si tu ne voles pas, on te conteste, puisque celui-là aussi qui est là en face de toi, par exemple, qui est supposé être ton opposant, aussi conteste le plus souvent. Alors finalement, quelle est la solution? La solution, le premier cap, vous savez, en Afrique ou au Niger aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous avez des stations un peu partout dans les régions. Mais dans les villages, dans les bas-fonds des villages, vous n'avez pas de représentants là-bas. Donc déjà l'information ne passe pas là-bas. Donc qui vote en Afrique, qui vote au Niger? C'est ces paysans-là, c'est nos grands-parents, nos grands-parents, nos grandes-mères, c'est eux qui votent. Et c'est eux qui votent majoritairement. Et l'électorat, elle est là-bas. Et comment faire alors? On va aller les trouver. Qui est chargé de faire ce travail alors? C'est pour cela, moi bon, avant d'arriver à ce point-là, j'aimerais parler de la situation actuelle. Je veux arriver à ce point-là. La situation actuelle, vous avez vu, les élections se sont passées, mais il y a des soucis. Il y a des gros problèmes. Le gros problème, c'est quoi? Vous, Mohamed Issou, qui avez été élu avec 92, c'est ça? 12 et quelques pourcents. Vous, Mohamed Issou, qui avez été avec 92, et quelques de pourcentage, et nous étions témoins parce que j'étais là pendant les élections, et nous avons pris acte et nous avons cautionné. Là où c'est déplorable, c'est voir que Mohamed Issou aujourd'hui est pris en otage par ces soi-disant alliés. Le peuple vous a élu. Nous ne voyons pas l'importance de faire un tel gouvernement.
le nombre de gouvernements et le nombre de membres du gouvernement, vraiment ça nous paraît incompréhensible vu la situation dans laquelle se trouve le peuple. C'est un peu pléthorique. C'est très pléthorique et vraiment c'est un gouvernement de récompenses. Et si vous constatez aujourd'hui, tous les acteurs, tous les leaders des partis politiques sont ministres. Tous les leaders des partis politiques. Donc tout celui qui a un parti, c'est les alliés, il a le poste de ministre. C'est ce que je voudrais dire. C'est ce que je voulais dire et c'est ce qui se passe. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ministres, ben, ils sont députés. Nous nous souvenons, pendant les élections, ils ont récusé la Cour constitutionnelle. Ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec les résultats présidentiels. Les résultats des élections présidentielles, ils n'étaient pas d'accord. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces mêmes acteurs politiques de l'opposition, ils se sont précipités pour amener leur nom pour les postes des députés. Et tous sont des députés. Tous qui sont aux membres du gouvernement aujourd'hui, ils sont d'abord députés. Ils se sont précipités pour être députés, une manière même de protection. Oui, tout à fait. Une manière d'avoir ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, ce qui va faire en sorte que même s'ils ont des casseroles, ils sont recherchés par la justice, ça va prendre du temps avant qu'on puisse les déloger. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Ils ont l'immunité parlementaire. Tout à fait. Et là, vous avez constaté aujourd'hui, tous ceux qui sont avec Mohamed Issou, qui se disent soi-disant alliés, aujourd'hui ils sont tous ministres. Là, on ne peut pas vraiment le comprendre. Et le peuple qui vous a élu, normalement, vous devrez lui faire confiance. Nous, la diaspora, on a pris acte, on est d'accord. On est d'accord pour la simple raison pour que le pays reste en paix. Parce que nous ne voulons pas de la brutalité, nous ne cherchons pas à allumer notre pays, nous ne cherchons pas à embraser notre pays. Nous ne sommes pas les genres de Nigériens qui sont à l'extérieur, qui souhaitent à ce que le pays brûle. Quand le pays brûle, mais qui brûle? C'est nous tous. C'est nous tous, c'est nos parents, c'est nos enfants. Donc pour cela, nous sommes membres de la diaspora et nous sommes parmi ceux qui sont à l'extérieur, qui pensent que nous devrons œuvrer pour que le Niger avance, pour que nous partons dans le sens de l'intérêt général. Nous ne pouvons pas être ailleurs et insulter notre pays. Nous ne pouvons pas être ailleurs et souhaiter à ce qu'un drame arrive au Niger. Nous ne sommes pas de ce genre. C'est en ce sens que nous demandons à Mohamed Issou de limoger tous les leaders des partis politiques qui sont avec lui au gouvernement. De les limoger tous. Mais parmi eux, il y a des compétents aussi. Qu'est-ce qu'on a fait avec des compétences? Par exemple, si malgré tout, par hasard, on rencontre un ou deux ou trois qui sont compétents, on a fait quoi alors? Alors, parmi les leaders, ils sont compétents, ils ont fait leurs preuves, ils ont été ministres plus d'une fois. Ouais. Ils ont été ministres une fois. Donc, le poste de ministre, un leader de parti politique n'est pas censé être ministre toujours. Tout le temps. Tout le temps, la routine, elle tue. La routine, elle tue même un foyer, à plus forte raison un pays. C'est les mêmes têtes qu'on voit. Donc ça n'avance pas le pays. C'est pour cela, Mohamed Issou, nous, la diaspora, nous vous demandons de limoger tous les leaders des partis politiques qui sont dans votre gouvernement, qui retournent à l'Assemblée. Ils sont déjà députés. Qu'ils partent faire le travail parlementaire. Bien que même à l'Assemblée, il y a des soucis. Même à l'Assemblée, il y a des soucis parce que, quand vous constatez, hein, dans les élections précédentes, nous avons constaté que, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une liste. En fait, en France, ça se passe comment? En France, on te dit, va dans ta région. Et c'est fait en zonage. On va dire, bon, moi j'ai telle zone, Niamey commune 1, toi tu es à Niamey commune 2, lui il est à Niamey commune 3 et 4. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Même si vous avez gagné plus de voix et que moi je suis le président du parti, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre mon nom en tête de liste. Ici au Niger. Ici au Niger, c'est ce qu'ils font. Donc ça veut dire que les leaders, en fait, n'ont pas besoin d'avoir une grande légitimité. Ils n'ont pas besoin d'avoir de grand monde derrière eux. Tout à fait. Pour créer des postes. Même tout à fait. Dans le parti, même s'il y a par ailleurs, il y a quelqu'un dans le parti qui est très populaire. Il peut faire le travail pour eux. C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je voulais dire. Eux, ils ne battent pas campagne, ils sont là, ils attendent juste à la dernière minute s'il s'agit d'amener une liste. Si le président demande par exemple d'amener 3 noms pour nommer un ministre, ils amènent un nom. Ils amènent leur nom. Leur nom, en tête de liste. En tête de liste. Normalement, ils devront amener 3 noms, 3 compétences sur lesquelles le président va réfléchir. Et cette compétence que le président va nommer, ça sera celle sur qui le président aura plus confiance parmi ces compétences-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent leur nom en tête de liste. S'il y a un seul poste ministériel pour opposer à leur parti, s'il y a un seul poste ministériel
à proposer par un parti, ben, ils proposent leur nom. S'il y a 2 postes, ils proposent leur nom et le nom, je ne sais pas, du petit frère de la femme ou du cousin ou d'un proche ami. Parents, amis et connaissances. Parents, amis et connaissances, ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Et s'il s'agit aussi d'amener des postes, des noms pour des postes de gouverneur, des postes de secrétaire général, c'est la même chose aussi. Au lieu d'amener des cadres techniques compétents, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent toujours les affinités et ils amènent toujours un seul nom. Si c'est 2 postes, ils amènent 2 noms. Moi, je ne comprends pas pourquoi Mohamed Issou, vous laissez prendre en otage. Nous vous avons élu. Vous avez été élu par 92, quelque chose pour cent. Donc il faut nous faire confiance. Et rien ne peut vous arriver, Inch'Allah. Monsieur Abdullahi Bourema Idrissa, il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, comme vous le savez. Tout à fait. Je suis journaliste, n'est-ce pas? La presse est incontournable, n'est-ce pas, en démocratie. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que jeune leader, je ne dirais pas jeune politique, puisque vous n'êtes pas encore à la politique, mais vous êtes acteur de la société civile, vous êtes un leader. Que pensez-vous de notre métier? Alors, vous savez, ça aussi je veux généraliser, c'est en Afrique que les journalistes ne savent pas la noblesse qu'il y a dans votre profession de journaliste. Parce que vous-même vous jouez le rôle de la société civile, parce que vous dénoncez des choses que la population ne peut pas savoir. Et le journaliste est censé faire un contre-pouvoir. Vous avez aujourd'hui au Niger, vous avez vu, il n'y a pas d'opposition. L'opposition, elle a disparu. L'opposition, elle a éclipsé depuis qu'ils ont eu leur siège à l'Assemblée nationale. Vous entendez quelqu'un? Le soi-disant chef de file de l'opposition, il est où aujourd'hui? Et ces camarades qui sont là aujourd'hui, personne, tous ils ont eu leur siège. Si vous constatez hein, les gros éléphants là, les vieux éléphants là, tous sont députés aujourd'hui, ils disent rien. La dernière fois on a appris, il y a aussi un membre de leur coalition qui a regagné la présidence de la République avec un soi-disant poste de haut représentant du chef de l'État. Ça sert à quoi au juste? Ça sert à quoi? Ça, c'est du gâchis. Donc la presse, vraiment, c'est un métier noble, c'est un métier à respecter, en principe dans un état de droit, dans un état de droit, dans un état démocratique. Le pouvoir doit faire preuve de responsabilité. Le pouvoir doit respecter la liberté de presse. Le pouvoir doit laisser les journalistes dire et redire ce qu'ils pensent, qui peut contribuer dans le sens de l'intérêt général. Dire la vérité que le peuple ne peut pas savoir. Rien que la vérité, comme on dit dans les tribunaux, rien que la vérité. Rien que la vérité. Ouais. Rien que la vérité. Donc on ne doit pas opprimer les journalistes. On ne doit pas enfermer un journaliste parce qu'il a dit quelque chose que le pouvoir, qui n'arrange pas le pouvoir. Mais ça c'est la dictature, ça c'est pas la démocratie. Normalement, un pays démocratique. Mais d'ailleurs, j'ai appris au Niger, il y avait une table de la montagne, ou bien c'est la table de la montagne tout à fait, que le président a signé. Que le président a signé, ben nous avons applaudi. Si aujourd'hui c'est le contraire, nous regrettons. Un journaliste ne doit pas être condamné dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Et surtout quand le journaliste respecte le code de déontologie de sa profession. Donc, un régime démocratique doit respecter les journalistes, doit laisser les journalistes libres d'exercer leur travail. Maintenant, en ce qui concerne les journalistes, un journaliste qui a étudié, qui a l'amour, qui a étudié, qui a l'amour de sa profession, qui le fait dignement, qui le fait avec vocation, avec détermination. Je ne vois pas pourquoi un journaliste va se mettre à la merci des leaders des partis politiques. Ça, c'est incompréhensible. Je ne vois pas comment un journaliste peut être le griot des partis politiques ou le griot de la société civile. Un journaliste est censé dire la vérité. Un journaliste ne doit pas insulter. Un journaliste ne doit pas nommer. Il ne doit pas nommément dire un tel, un tel, un tel. Il peut généraliser une situation. Maintenant, celui qui est en faute peut savoir que ça le concerne. Si par exemple, un journaliste veut interpeller le chef de l'État, il ne peut pas dire Mohamed Issou directement, mais il peut dire le gouvernement ou il peut dire le régime. Là, il n'y a pas de problème. Mais nommer quelqu'un, insulter un chef de l'État, ça ne se fait pas. Mais on peut critiquer. Donc là aussi, moi je pense que les journalistes
les journalistes doivent faire preuve de professionnalisme, ils doivent faire preuve de respect du code de déontologie parce que ça s'apprend à l'école. Bon, là, nous avons appris qu'il y a, au Niger, à notre connaissance, il y a 2 journalistes qui sont en prison. Nous déplorons le fait qu'ils sont en prison. Et nous ne devons pas faire de commentaires puisque les affaires sont devant la justice. Nous laissons la justice qui est indépendante faire son travail. Et puis, les journalistes ou les innocents aujourd'hui qui sont en prison, ce n'est pas les journalistes seulement, il y a beaucoup de personnes qui sont innocentes qui sont en prison. Il n'y a pas que les journalistes, il y a beaucoup, moi je suis sûr, il y a beaucoup qui sont là-bas, qui sont enfermés de manière injuste. Et eux aussi, nous souhaitons à ce que Dieu fasse en sorte que les juges revoient leur cas. Maintenant, l'un dans l'autre, je le dis et je le répète, un journaliste ne doit pas être enfermé dans le cadre de sa profession. Et en ce sens, un journaliste ne doit pas venir se faire notoire, se faire comme une opposition. Un journaliste ne peut pas jouer le cadre de l'opposition, ainsi qu'un membre de la société civile. Un journaliste ne peut pas jouer le travail de l'opposition. Parce que le journaliste qui le fait, toi tu le fais, tu es seul, on te jette en prison. Tu penses que ces acteurs politiques là vont aller te rendre visite? Tu penses que ces acteurs politiques vont plaider à ce qu'on te libère? Tant qu'il y a une affaire de délit de droit commun et devant la justice, personne ne peut intervenir. Donc pour cela, moi le seul conseil que je donne au pouvoir, c'est le respect du travail des journalistes. Et maintenant aux journalistes de respecter leur code de déontologie et de ne pas être tenté par le bien ou bien de ne pas être tenté par une idée partisane. Il faut être neutre. Un journaliste doit être neutre et d'être digne. La dignité avant tout. Merci monsieur Abdoulaye Idrissa, merci bien. Et alors, c'était donc là notre entretien, n'est-ce pas, de la semaine avec Abdoulaye Idrissa Bourema, qui est bien sûr de la diaspora nigérienne en France. Il est acteur de la société civile et comme vous l'avez entendu, effectivement, qui est très ambitieux. Nous allons y revenir, vous l'avez certainement écouté. Alors nous avons abordé avec Abdoulaye des questions relatives à la jeunesse, n'est-ce pas, la jeunesse et la politique, bien sûr. Des questions aussi, n'est-ce pas, de la lutte en démocratie, des faits journalistiques, n'est-ce pas, des journalistes, de la responsabilité des journalistes, du respect, n'est-ce pas, de notre métier. Ça m'a un peu tiqué. Effectivement, il a dit certaines vérités nous concernant. Alors bien sûr, merci à tous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine.